Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Depuis sa création en 1979, l'IFRI s'évertue à décrypter le monde. Au fil des décennies, il est devenu l'un des principaux think tanks européens. Chaque année, nous éditons environ 150 publications et organisons autant d'événements qui permettent de mieux appréhender les dynamiques géopolitiques d'aujourd'hui et d'anticiper les tendances de demain. L'objectif de ce podcast, co-animé avec Cathy Hamilton, est de vous donner un aperçu de cette richesse et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode inaugural, nous avons le plaisir de recevoir le directeur de l'Institut français des relations internationales. Thomas Gomart est historien de formation. Il a dirigé pendant de nombreuses années le centre de l'IFRI dédié à la Russie et à l'espace post-soviétique, avant de prendre la direction de l'Institut. Il a publié plusieurs ouvrages remarqués, dont L'affolement du monde, pour lequel il a obtenu le prix du livre de géopolitique en 2019. Son nouvel opus, L'accélération de l'histoire, vient de paraître aux éditions Talendier. Il s'agit d'un court et stimulant essai sur les tensions géopolitiques actuelles. Il a pour sous-titre « Les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle ». Cet ouvrage se penche plus spécifiquement sur 3 zones, les détroits de Taïwan, d'Ormuz et du Bosphore, et sur 3 produits qui y transitent, les puces électroniques, le pétrole et le blé. Thomas Gomart, bonjour. Bonjour Marc, bonjour Cathy. Pour commencer, j'aimerais vous faire réagir à une citation. En découvrant le titre de votre livre, L'accélération de l'histoire, j'ai immédiatement pensé à Paul Virilio, le philosophe de la vitesse. En 2011, quelques années avant la mort de Virilio, un journaliste de Philosophie Magazine lui avait demandé quelle serait sa première mesure s'il devenait maître du monde. Et voici la réponse de l'auteur de Vitesse et politique. La première chose que je ferais, c'est de créer un ministère du temps. Ce ministère s'occuperait de gérer à la fois le temps qui passe, c'est-à-dire celui des horloges, le temps qu'il faut, c'est-à-dire les durées nécessaires aux activités humaines, et le temps qu'il fait, autrement dit, le climat. Jusqu'à nos jours, la politique s'est occupée de l'espace. Nous avons été habitués à penser en termes de géopolitique. Or, l'accélération de l'histoire et le réchauffement climatique devraient nous inciter à réfléchir désormais en termes de chronopolitique. Alors Thomas Gomart, quelle est votre réaction par rapport à cette citation de Paul Virilio ? Donc avant de répondre sur la citation de Paul Virilio, merci beaucoup pour votre invitation Marc, Cathy. Je suis très heureux d'être le premier invité de ce nouveau podcast Le Monde selon l'IFRI. Alors la citation est effectivement très très stimulante parce que elle renvoie à l'idée de comment on produit du temps, comment on produit du temps stratégique. Et au-delà de l'accélération de l'histoire, dans les ouvrages précédents, je m'étais beaucoup intéressé, où j'avais beaucoup souligné une sorte d'urgence à penser le long terme. C'est-à-dire que j'avais été frappé, notamment dans des travaux antérieurs, de la très grande difficulté que nous avons à jalonner la chronologie d'une certaine manière jusqu'à 2050, qui est pourtant, c'est dans 26 ans, une génération. Et il y a un certain nombre de choses. Je rappelle par exemple en 2050, on est censé avoir une économie décarbonée en Europe. L'autre point d'intérêt de cette citation, c'est que elle renvoie à l'idée d'accélération en fait. Et donc, qui dit accélération dit certains en profitent et puis d'autres sont pris de vitesse. Et ce qui me frappe beaucoup concernant l'Europe et les Occidentaux plus largement, c'est leur très grande difficulté désormais à produire du temps stratégique. On pourrait prendre l'exemple pour illustrer cette idée des sanctions. Nous avons pris toute une série de sanctions depuis plus de 30 ans, depuis le début des années 90, contre un certain nombre de pays, comme l'Iran par exemple. Et ces sanctions, nous avons justifié par le souhait de ne pas recourir à la force militaire. D'une certaine manière, ces sanctions nous ont permis de différer des échéances. Et je pense que c'est la critique que l'on peut faire sur ces sanctions. C'est un point que j'aborde dans le livre parce que ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les 3 pays les plus sanctionnés au monde, Russie désormais, Iran et Corée du Nord, sont porteurs d'une crise nucléaire, chacun à leur manière. Et ça renvoie à cette idée que les sanctions ont permis de différer, ont produit du temps, et donc la question suivante, c'est qu'avons-nous fait, nous, occidentaux, de ce temps stratégique produit par les sanctions ? Et l'usage qui en a été fait, de mon point de vue, est un usage insuffisant ou insuffisamment utilisé en quelque sorte.
Cela fait une bonne transition à ma première question. Vous commencez l'ouvrage par l'évocation de 4 évolutions majeures: le changement climatique, la transformation de l'émergence économique en revendication politique, la hausse considérable des dépenses militaires et l'attitude hostile de la Corée du Nord, de l'Iran et de la Russie à l'égard des pays occidentaux. Vous mentionnez également à plusieurs reprises l'importance du facteur nucléaire dans les relations internationales. Pensez-vous vraiment qu'il y ait un risque accru d'affrontement nucléaire et si oui, sous quelle forme? C'est la grande question. C'est le retour au fond du nucléaire. C'est-à-dire que on a eu toute une littérature ou une compréhension des questions stratégiques qui s'est construite après 45 autour des questions nucléaires, et ces sujets-là n'ont pas disparu. Notamment à l'IFRI, on a toujours été très très attentif à les suivre, mais ont perdu en centralité en quelque sorte après 1990 pour une raison à mon avis assez fondamentale sur laquelle je m'explique dans le livre. C'est que il y a eu une sorte de déconnexion entre les questions de stratégie nucléaire et les questions de stratégie conventionnelle avec la chute de l'URSS en 1991. Et cette déconnexion a rendu possible, à certains égards, les interventions extérieures, les interventions militaires extérieures, puisqu'en fait, elles se faisaient sans cet arrière-plan nucléaire. Et cette situation a vraiment changé en réalité avec la Russie. C'est-à-dire que la guerre d'Ukraine a ceci de particulier. D'abord, je rappelle toujours qu'elle commence en 2014 avec l'annexion de la Crimée, et qu'il y avait déjà eu des messages de type nucléaire formulés par la Russie. Mais la grande transgression faite par la Russie de Vladimir Poutine, c'est d'accompagner l'invasion terrestre de l'Ukraine en février 2022 d'une rhétorique nucléaire, c'est-à-dire de se livrer à ce qu'on appelle la sanctuarisation agressive. Et ce faisant, de relier à nouveau les stratégies nucléaires et les stratégies conventionnelles. Et ça, c'est très, très perturbant, parce que c'est fait par une puissance dotée, membre permanent du Conseil de sécurité. Et ça donne donc à la guerre d'Ukraine, pour reprendre les deux mots utilisés par le président Macron dans son message aux armées de février 2022, une dimension injustifiée, qui modifie désormais et qui oblige à penser très sérieusement ce qu'on appelle ou l'articulation ou l'épaulement entre les forces nucléaires et les forces conventionnelles. C'est un sujet, à mon avis, tout à fait majeur pour un pays comme la France. Ensuite, quand on se déplace vers l'Iran, ce qui est certain, c'est que l'accélération du programme nucléaire iranien doit se comprendre dans la perspective du 50e anniversaire de la République islamique d'Iran en 2029, et que s'il y a bien une leçon qui est tirée par la plupart des acteurs, à mon sens, c'est qu'il vaut mieux être une puissance nucléaire dans le monde qui vient qu'une puissance non nucléaire. Disons que ça reste la manière la plus sûre d'assurer sa propre sécurité. Et c'est également le choix fait par la Corée du Nord, auquel on prête, à mon sens, trop peu d'attention. Entre 2006 et 2024, en moins de 20 ans, la Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire à part entière, au prix d'un système politico-économique orienté uniquement dans cette optique. Et ces trois pays, aujourd'hui, effectivement, c'est ce que j'essaie d'indiquer dans le livre, se convergent dans une forme d'opposition assumée, volontaire, contre ce que Vladimir Poutine appelle l'Occident collectif. J'aimerais revenir maintenant sur un autre aspect de votre ouvrage, qui est d'ailleurs dans le sous-titre, c'est la notion de nœud géostratégique, qui n'est pas forcément simple à comprendre, donc il me semble qu'il serait utile de l'expliquer. Je mentionne juste aussi le fait qu'en 2020, il y avait eu une réflexion à l'IFRI qui a conduit à ce qu'on a appelé en interne notre agenda intellectuel, c'est-à-dire des grands axes de recherche qui guident vraiment la réflexion générale de toutes les unités de recherche de l'IFRI. Et cette notion avait aussi émergé, alors non pas sous l'appellation nœud géostratégique, mais sous l'appellation nœud critique. Alors voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que recouvre cette notion de nœud géostratégique ou de nœud critique ? Vous avez raison de faire ce rappel, parce que ça avait été un travail collectif très important conduit par tous les chercheurs de l'IFRI dans le confinement, enfin juste dans la suite du confinement, puisqu'on avait
on avait formalisé ça en juin 2020 de mémoire. Et en fait, cette notion de nœud critique était sortie de nos discussions qui reposaient beaucoup sur les formes d'interdépendance. Interdépendance, au fond, qui apparaissait comme la chose la plus naturelle liée à la mondialisation, et interdépendance remise en cause par la crise sanitaire. C'est-à-dire que la crise sanitaire a montré, contre toute attente, qu'on pouvait avoir, on a vu cette formule, je me souviens, partagée à l'IFRI, 3 milliards de corps confinés, mais 3 milliards de cerveaux plus connectés que jamais, en réalité. Et donc, ça avait été une réflexion sur comment fonctionne une interdépendance, en disant toute interdépendance est asymétrique, et il faut essayer de se trouver, quand on est un acteur, ou un acteur public, ou un acteur privé, ou même à titre individuel, du bon côté de la symétrie. Et ce constat avait effectivement abouti à la notion de nœud critique, et à partir de là, vous vous en souvenez, on a lancé un certain nombre de travaux. Je pense que ça a contribué aussi à l'IFRI à l'intérêt pour des sujets liés davantage au flux, à la manière dont les flux s'organisent, et par les goulots d'étranglement de ces flux, quels qu'ils soient, physiques ou immatériels. Et donc effectivement, les nœuds géostratégiques, c'est la manière dont les travaux de l'IFRI ont influencé ma propre réflexion. Oui, donc dans l'ouvrage, ce sont les détroits essentiellement qui sont traités, mais comme vous l'avez rappelé, il y a d'autres types de nœuds critiques. Je me souviens d'ailleurs qu'en 2020, on avait déjà mentionné SWIFT. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que là, on va se concentrer maintenant dans la suite de notre discussion sur ces 3 détroits, en commençant donc par Taïwan. Thomas Gomard, dans votre ouvrage, vous faites plusieurs références à votre séjour en mer de Chine méridionale à bord d'une frégate de la Marine nationale. Quelle leçon tirez-vous de cet embarquement de quelques jours sur ce bâtiment de guerre, et quelle analyse faites-vous des récentes élections à Taïwan et des tentatives d'ingérence chinoise ? L'expérience de l'embarquement a été en fait à l'origine du livre, parce que à un moment le commandant a décidé d'accélérer, et il a pris cette décision tactique assez ça relève d'une décision d'un commandant de bateau, pour 3 raisons principales, qui étaient d'échapper à un typhon, de semer un bateau chinois qui marquait la Lorraine depuis plusieurs jours, et de rejoindre un ravitailleur américain. Et donc, j'ai vu, moi, dans cette décision tactique, le reflet d'une configuration géostratégique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension environnementale. Alors ça, c'est aussi des trucs d'écriture, hein. Il faut un peu extrapoler, évidemment, mais c'est la dimension environnementale, le fait de semer un bateau chinois, ça montre que la mer de Chine, le projet de Pékin, c'est de transformer la mer de Chine en lac chinois. Et puis, rejoindre un ravitailleur américain, ça montre qu'il y a une présence américaine très forte, et qu'un des sujets pour une marine, et au-delà des marines, en fait, pour les Européens, c'est le type d'alliance, de partenariat avec les États-Unis, sachant que il y a tout ce débat sur le positionnement de l'OTAN par rapport aux problématiques de mer de Chine, un pays comme la France étant très très réticent de voir l'OTAN évoluer en ce sens. Bon. Donc ces trois dimensions, j'aurais pu en trouver, en évoquer d'autres, sont à mon avis très importantes à prendre en compte, parce que en réalité la pression environnementale, ou du moins la dégradation environnementale, la propagation technologique sont vraiment l'arrière-plan de ma réflexion depuis l'affolement du monde. Et Taïwan, c'est aussi très intéressant pour ça, parce que c'est le lieu, d'une certaine manière, si je simplifie à outrance, c'est le lieu névralgique aujourd'hui de la numérisation dans le monde, puisque c'est le principal endroit où les puces, où les microprocesseurs les plus sophistiqués sont produits. Et quand on additionne la production de Taïwan avec celle de la Corée du Sud et du Japon, on est à un peu moins de 80% de la production mondiale de microprocesseurs. Donc il y a quelque chose de tout à fait névralgique, tout simplement pour la manière dont nos appareils productifs et nos modes de vie évoluent, qui sont, sans qu'on le sache forcément, tributaires de ce qui se passe dans le détroit de Taïwan. Alors je vais pas trop parler sur l'embarquement lui-même. J'avais fait un podcast sur cela, peut-être qu'on pourra renvoyer les auditeurs. En revanche, ce qui est certain, et ça, il y a beaucoup de travaux à l'IFRI depuis de nombreuses années, en particulier ceux du Centre-Asie, sans surprise, ce qui se passe à Taïwan est décisif pour les raisons que je viens d'indiquer, et surtout parce que Taïwan est l'alpha et l'oméga idéologique de la République populaire de Chine.
laquelle fait de la réunification, entre guillemets, puisque c'est le terme utilisé par Pékin, la raison d'être, une certaine manière de sa politique. Le président Xi soulignant très régulièrement que cette question devait être traitée. Et évidemment, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que les Taïwanais ont acquis une identité politique qui leur est propre, ont évidemment observé de très près la manière dont les contestations à Hong Kong ont été réprimées, et donc maintenant Hong Kong se situe par rapport à la République populaire de Chine. Et donc les élections, elles sont très intéressantes parce que elles montrent que les Taïwanais votent depuis 1996, qu'il y a des possibilités d'alternance politique. Et je pense que le résultat est un résultat nuancé, puisqu'il y a l'élection de Lay, mais en même temps un Parlement dans lequel il n'est pas majoritaire, et qui traduit à travers les analyses que l'on peut lire et qui sont suivies encore une fois très attentivement à l'IFRI, la volonté, à mon sens, du maintien du statu quo. Je pense que c'est surtout ça qui est recherché par les autorités taïwanaises nouvellement élues. Et maintenant, parlons du détroit d'Ormuz. Depuis quelques semaines, avec les attaques des Houthis en mer Rouge, on parle davantage du détroit de Bab el-Mandeb que celui d'Ormuz. Mais les deux sont liés. Jusqu'à quel point pensez-vous que la situation puisse escalader dans cette zone, surtout après la récente réaction forte des États-Unis et du Royaume-Uni? Alors vous avez raison, le deuxième chapitre du livre est consacré à Ormuz, parce que c'était une manière pour moi de parler des flux pétroliers et gaziers, comme j'ai parlé des flux de microprocesseurs pour Taïwan, et dans le troisième chapitre sur le Bosphore, j'ai parlé des flux céréaliers. Donc le livre, c'est un peu une sorte de pyramide de Maslow très très simplifiée, avec le céréal, les éléments indispensables, l'énergie, et puis aussi au sommet les puces numériques. Bab el-Mandeb, je le mentionne également dans le livre parce que j'ai assisté à une réunion dans le cadre de tous les échanges qu'on peut avoir avec les différents partenaires de l'IFRI, où la perspective de devoir un jour, pour la marine française, en lien avec les autres marines européennes, de devoir, entre guillemets, déboucher Bab el-Mandeb était évoquée tout à fait explicitement. Pour des raisons assez évidentes. Enfin, on voit justement que c'est un goulet d'étranglement. Et on n'est pas le seul à le voir. C'est-à-dire que les outils le comprennent très bien. Et ce qui est, à mon sens, important de relever avec les outils et leurs attaques en mer Rouge, c'est le fait qu'ils sont à la fois autonomes, mais soutenus par l'Iran, et que ce faisant, le pays qui a été le plus sanctionné, encore une fois avec la Russie et la Corée du Nord, inflige un dommage aux sanctionneurs tout à fait frappant par son asymétrie. C'est-à-dire que l'effet produit par le fait d'avoir attaqué quelques bateaux sur le cours, comment dirais-je, les voies le détournement, pardon, des voies maritimes est extrêmement frappant. Et ensuite, le fait de provoquer des bombardements par les États-Unis et le Royaume-Uni est aussi pour moi très révélateur d'une asymétrie. Mais ça renvoie les Européens à leur vulnérabilité, d'abord sur leurs approvisionnements, et ensuite sur le fait qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas capables par eux-mêmes de traiter un sujet comme la déstabilisation de la mer Rouge, que ce sont au fond les États-Unis et le Royaume-Uni, le Royaume-Uni qui n'est plus membre de l'Union européenne, qui d'une certaine manière se font les défenseurs ultimes de la liberté de navigation. On vient d'évoquer là les deux premiers détroits qui sont traités dans le livre, Taïwan, Ormuz, il en reste un troisième. Le troisième, c'est le Bosphore. Alors ça nous amène à la base de la pyramide de Maslow que vous venez d'évoquer, donc les céréales. Ça nous amène surtout à un conflit de haute intensité, un conflit d'une autre nature que les conflits. Pour les Houthis, on peut effectivement parler de conflit, mais c'est un conflit asymétrique. Pour Taïwan, on n'est pas encore dans une situation de guerre, mais on est dans une situation de tension croissante. Là, quand on parle du Bosphore, évidemment, ça nous amène à parler de la mer Noire et donc de la guerre en Ukraine. On s'approche tout doucement du 2e anniversaire de l'invasion russe, 2e anniversaire qui aura donc lieu le 24 février 2024. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'impasse depuis plusieurs mois. On fait un constat d'échec de la contre-offensive ukrainienne. Quelle analyse faites-vous du rapport de force et de l'évolution de cette guerre en 2023 ? La première chose, c'est que, je le disais précédemment,
n'a pas commencé en février 2022, mais en février 2014. En réalité, on était à 10 ans de guerre. Et quand on pose les choses ainsi, ça rappelle que pour tout conflit, généralement, on en prend, si j'ose dire, pour au moins une génération. Donc, le sujet, c'est plutôt de bien comprendre que, et contrairement à certaines prévisions faites avant la contre-offensive ukrainienne, je pense notamment à la vision qui était celle du conflit dans le cadre de la préparation de la loi de programmation 2024-2030, c'est une affaire d'au moins une génération, cette guerre d'Ukraine. C'est pas quelque chose qui va s'éteindre d'elle-même, elle va pas s'éteindre d'elle-même. Et pourquoi c'est une affaire d'une génération? Parce que c'est le moment où l'identité ukrainienne se forge, et elle se forge en réaction, en résistance à l'agression de la Russie. Et je pense qu'il faut au fond se poser les choses de cette manière, c'est-à-dire qu'on est probablement au mi-temps de cette guerre, et donc de la voir dans un cadre chronologique élargi par rapport à février 2022, échec de la contre-offensive terrestre de l'Ukraine qui a commencé printemps 2023, échec constaté en octobre 2023. Cet échec masque des succès notamment navals de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine est parvenue à desserrer le blocus naval imposé par la Russie, à exporter, alors pas du tout dans la même proportion, ses propres céréales, et puis à infliger des dommages très forts à la Russie. C'est-à-dire qu'une des questions désormais pour cette guerre, qui a beaucoup de dimensions, mais c'est qui sera dominant en mer Noire. Et de ce point de vue-là, la Russie a très clairement affaibli ses positions par rapport à la situation avant février 2022. Ensuite, ce qui est très frappant, et moi ce que je rappelle aussi à chaque fois, c'est que l'effet de surprise stratégique concernant 2022, c'est pas l'agression de la Russie, c'est des choses qui avaient été plutôt bien anticipées à l'IFRI par le Centre Russie-Eurasie. L'effet de surprise, ça a été le niveau de résistance des Ukrainiens. Pour une raison assez simple et existentielle, c'est qu'ils ont parfaitement compris le projet russe, qui est un projet d'asservissement. Et il y a de ce point de vue-là une très forte asymétrie des volontés. C'est-à-dire que si les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent, je ne suis pas certain que les soldats russes, compte tenu aussi de la manière dont la mobilisation fonctionne en Russie et des troupes qui y sont envoyées, comprennent pourquoi ils se battent dans le Donbass. Donc le premier point, c'est que ça peut pas s'analyser sur une séquence de 2 ans avec succès de la résistance initiale, mise en échec de l'opération militaire spéciale russe, échec de la contre-offensive terrestre ukrainienne. Faut le voir de manière plus large. Et le deuxième élément, c'est que ça a un caractère absolument déstabilisant. C'est, à mon sens aujourd'hui, dans les 3 théâtres que j'évoque dans le livre, c'est en réalité le principal pour les Européens. Parce que derrière, en fait, le combat auquel se livrent les 3 belligérants, c'est-à-dire l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie, il y a le projet idéologique de la Russie qui est d'infliger indirectement une défaite symbolique à ce que le Kremlin appelle l'Occident collectif. Et ça pose une question de sécurité tout à fait aiguë au moment où on se parle, janvier 2024, c'est la capacité ou la volonté, et la capacité et la volonté, dirais-je, des Occidentaux, mais plus particulièrement des Européens, de continuer à soutenir l'Ukraine dans son droit à la légitime défense. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, et c'est le calcul fait par Vladimir Poutine, c'est l'attitude à venir des États-Unis en cas de réélection de Donald Trump en novembre 2024, élection américaine, au fond, auquel un grand nombre de décisions ou de bifurcations stratégiques sont suspendues. On va revenir dans un instant avec Cathy justement sur l'élection la possible élection de Donald Trump, sur cette échéance électorale de novembre 2024 aux États-Unis. Mais moi, j'ai envie de réagir quand même à cette perspective assez sombre sur l'Ukraine et sur cette vision d'une guerre qui commence en 2014 et dont on serait au mi-temps.
Donc ça veut dire que si on n'est pas sur une perspective de court terme, probablement que l'année 2024 ne sera pas une année décisive et qu'il faut donc se préparer à durer. C'est bien ça l'idée, et donc le soutien occidental doit non seulement être pensé sur effectivement les mois à venir, et il y a probablement des échéances très importantes à venir dans les prochains mois sur le théâtre des opérations, mais il doit aussi être pensé sur le moyen terme et même le long terme. La même remarque avec un caractère de gravité supplémentaire que ce qu'on s'est dit sur les sanctions. C'est-à-dire qu'une manière de répondre à la question, c'est qu'avons-nous fait du temps stratégique produit par les Ukrainiens entre février 2022 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce que les Européens en premier lieu ont fait de ce temps stratégique. Je pense qu'ils l'ont mal utilisé parce qu'ils ont parié, ça les arrangeait de penser ainsi, mais il y a ce que l'on souhaite et puis il y a le réel. Ils pensaient que les choses, au fond, se finiraient avec la contre-offensive ukrainienne. Donc absolument, ça oblige aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de décisions ou de prises de position. Il y a quelque chose de très spécifique qui se joue pour les mois de 2024 dans l'attente des élections américaines. Et ensuite, le travail, à mon avis, intellectuel à faire, c'est d'envisager différentes cas de figure d'un point de vue européen après janvier 2025. C'est-à-dire où le maintien d'une administration démocrate, peut-être moins allante, mais qui continuera à soutenir, ou l'arrivée de Donald Trump qui arrêterait ou ralentirait le soutien à l'Ukraine, qui serait évidemment une victoire symbolique très forte pour la Russie, d'autant plus qu'on serait dans quelque chose d'assez paradoxal, où on aurait des forces politiques assez favorables à la Russie, assez favorables historiquement à la Russie par anti-américanisme, qui là s'aligneraient sur Washington précisément parce que Washington prendrait une position favorable à Moscou. Ça peut être extrêmement déstabilisant pour l'Union européenne et pour l'OTAN, parce que des pays comme les pays baltes ou comme la Pologne considèrent que le soutien à l'Ukraine, font du soutien à l'Ukraine l'alpha et l'oméga de leur politique de sécurité. Et puis à plus long terme, effectivement, il y a la question de la possible accession de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, c'est un processus très compliqué. D'autant plus compliqué que l'Ukraine sera en guerre, sera un pays exsangue, mais c'est en même temps la seule perspective stratégique offerte à Kiev pour un pays qui montre son souci. C'est beaucoup plus que de sortir de l'influence russe en réalité. C'est tout simplement d'essayer de survivre en tant qu'État face au néo-impérialisme de la Russie. Pour terminer, nous aimerions nous projeter sur 2024 avec non seulement l'élection présidentielle aux États-Unis en novembre, mais également le scrutin européen en juin. Vous insistez dans la conclusion de l'accélération de l'histoire sur le resserrement de la relation transatlantique. Dans ce contexte, à part une potentielle baisse de l'aide envers l'Ukraine, quelles pourraient être les conséquences d'un retour au pouvoir de Donald Trump et comment l'Europe peut-elle concrètement sortir de ce que vous appelez sa dangereuse passivité ? Sur la nature de la dépendance aux États-Unis, il faut ajouter qu'à mon avis, c'est pas la seule dépendance qui s'est accentuée en fait avec la guerre d'Ukraine. Il y a aussi une dépendance plus grande des Européens aux pays du Golfe et à certains égards aussi à la Chine, puisque la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne et qu'un pays comme l'Allemagne, qui doit réinventer son modèle économique, fait de sa relation commerciale avec la Chine je dirais un axe tout à fait prioritaire de sa politique commerciale et donc étrangère. Dans le cas de la relation transatlantique, il y a un resserrement qui s'observe évidemment dans le domaine militaire, bon, on en a parlé, puis avec l'élargissement de l'OTAN à la Finlande et demain à la Suède, dans le domaine financier, puisque évidemment le dollar, la parité euro-dollar reste un élément extrêmement structurant de l'axe de rotation transatlantique, dans le domaine technologique, c'est-à-dire que, à mon sens, on va revenir très vite dans une dimension où les questions de transfert de technologie seront pensées et rendues possibles dans le cadre d'alliances militaires, et avec un décrochage en fait qu'on observe, un décrochage économique, technologique qu'on observe entre les États-Unis
l'Europe au détriment de cette dernière. Et puis dans le domaine énergétique, parce que une des réponses à l'arrêt du pétrole et du gaz russe, ça a été de prendre davantage de pétrole et de gaz dans les pays du Golfe, mais surtout de prendre davantage de gaz depuis la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis avec le LNG. Ça, c'est tout à fait décisif en termes géoéconomiques parce que ça renvoie à des problématiques de sécurité énergétique comprises comme sécurisation des flux, tout simplement des approvisionnements. Et là, c'est à la fois un resserrement, mais c'est en même temps quelque chose d'assez spectaculaire. C'est-à-dire que la manière dont l'Union européenne, au prix une tension très forte sur les prix, qui évidemment a joué sur le retour de l'inflation, mais a modifié en fait son modèle économique. Il faut le comprendre aussi avec la relance du nucléaire. On est dans une situation aujourd'hui, janvier 2024 quand même, de ce point de vue-là, beaucoup plus favorable qu'on ne l'était à l'été de 2022. Et comme la France est redevenue principal exportateur d'électricité en Europe, c'était pas le cas au moment de la crise, du point aigu de la crise. Mais ces transformations en fait dans le modèle d'approvisionnement ont des conséquences géoéconomiques, financières tout à fait considérables, qui ont resserré les liens entre l'Europe et les États-Unis au détriment de l'Europe. Vous avez esquivé la question sur la dangereuse passivité, qui est une expression qui est employée effectivement dans l'ouvrage, mais on se demande concrètement comment l'Europe peut sortir de cette passivité. Je l'ai esquivé involontairement parce que je voulais pas faire de réponse trop longue, mais je maintiens. Dangereuse passivité, c'est aussi le prolongement de mes ouvrages précédents, c'est-à-dire que on est souvent, on voit que les crises obligent les Européens, alors quand je dis les Européens, alors en l'espèce ce sont les institutions européennes à réagir, qu'on a une commission qui s'est prétendue géopolitique. Il y a un certain nombre de pas qui ont été faits dans cette direction, je vais pas tous les évoquer. Et puis parfois, c'est pour ne pas dire souvent, on est aussi très désarmé par le décalage entre ce discours ambitieux qui veut au fond tenir un discours de puissance. Je suis pas du tout certain, ça c'est une réflexion beaucoup plus profonde sur laquelle j'essaie d'avancer, mais je suis pas du tout certain que ce soit la finalité de l'Union européenne de vouloir jouer le jeu de la puissance comme les États-Unis, comme la Chine ou même comme la Russie et la Turquie, parce que le projet n'est pas le même et ça pose des questions assez fondamentales. Mais le décalage est parfois troublant entre les ambitions affichées et puis la réalité de ce qui est mis en œuvre. Et je pense en particulier à la boussole stratégique qui a été produite par l'Union européenne, qui est plutôt un bon document. Mais quand on lit ensuite les capacités qui sont associées, ce document perd tout de suite de son intérêt en quelque sorte. Et c'est ce décalage-là qui, à mon avis, est très problématique compte tenu des chocs de plus en plus forts que l'Union européenne doit encaisser. Merci beaucoup. On pourrait poursuivre et esquisser quelques pistes pour ce qui est maintenant communément appelé le réarmement. Et d'ailleurs, le terme est aussi dans l'ouvrage, mais enfin, on va pas se lancer là-dessus. Merci beaucoup, Thomas Gomard. Un grand merci d'avoir accepté d'inaugurer ce nouveau podcast. On ne saurait trop recommander aux auditeurs de lire L'accélération de l'histoire et de suivre les réseaux sociaux de l'Institut français des relations internationales pour être informé des prochains épisodes du Monde selon l'IFRI. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.